Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Mélanie. Bonjour Caroline. Alors déjà, je voudrais te remercier d'avoir accepté de faire cette toute première interview dans mon podcast. Avec grand plaisir. Je suis hyper honorée que tu m'aies invitée pour inaugurer ces interviews. Bah écoute, moi aussi, je suis super contente que tu aies accepté. Et en fait, je vais juste commencer par te présenter de mon point de vue et puis ensuite, je te demanderai de te présenter. Okay. Pourquoi je t'ai choisi pour cette première interview? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mélanie et moi, on se connaît depuis quelques mois, je pense depuis un peu plus de 6 mois. On est ce qu'on appelle partenaire de responsabilité. C'est-à-dire que tous les lundis matins, on se retrouve, on discute de nos objectifs, de notre entreprise, et on se fixe des objectifs pour la semaine, et on s'aide à tenir ces objectifs et à rester dans le bon état d'esprit pour avancer sereinement, mais sûrement. Donc là, on est lundi matin, on vient de faire notre petit rendez-vous et puis on continue avec l'interview. Du coup, Mélanie, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je peux faire ça. Du coup, je suis freelance en community building, c'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent créer une communauté privée pour leurs projets. Par communauté privée, j'entends vraiment un groupe, un cercle fermé. Donc, on pense souvent au groupe Facebook, mais il y a aussi plein d'autres plateformes comme Discord, Slack, Circle, ce genre de choses pour créer des communautés. Et je fais ça depuis environ 2 ans, parce qu'avant, j'ai eu à peu près 1 milliard de projets différents. J'ai surtout bossé dans la communication et la rédaction web. J'ai eu aussi des projets autour de l'écologie. Enfin bref, j'ai fait plein d'expérimentations différentes avant de trouver vraiment ce pourquoi j'étais faite. Donc je suis très contente aujourd'hui de pouvoir exercer ce métier qui est pas très connu, mais qui est très, très chouette parce que ça touche à l'humain et aux relations. Donc c'est vraiment dans l'idée de chouchouter les personnes avec qui on travaille. Ouais, alors du coup, je rajoute que on parlera de ton parcours un tout petit peu plus tard dans l'interview. Donc, si vous êtes intéressé par le parcours de Mélanie, restez en ligne. Et je voudrais aussi rajouter que, en fait, on s'est rencontrés justement dans la communauté GNG I Don't Think, puisque Mélanie et moi-même, on a suivi quelques formations de Julia et Julie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mélanie travaille aussi avec Julia et Julie pour construire la communauté, le Discord. On s'est rencontrés dans ce contexte-là. Si je peux rajouter aussi, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on me demande des présentations, on parle du boulot. Mm. Mais il n'y a pas que ça en vrai. Enfin, j'essaye de prendre l'habitude de parler d'autres choses aussi qui me caractérisent que le boulot. Si je devais me présenter un peu plus, enfin sans en faire 3 tonnes, mais sur le côté perso, il faut savoir que je suis une grande fan de jeux vidéo, d'animés, de mangas et qu'en ce moment, je suis redevenue vraiment une ado de 15 ans à fond dans ces trucs-là et en fait, je dis ça parce que je trouve que c'est hyper important aussi de trouver un équilibre entre le pro, le perso et comme je te disais, on se présente souvent, via le prisme de notre activité, même s'il y a d'autres choses qui nous définissent donc voilà, je pose ça là, comme ça pour plus tard aussi. Ça ça expliquera certains choix. Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est pas, comment dire, c'est pas un hasard si on a bien accroché, parce que moi aussi, je suis à fond dans tout ce qui est jeux vidéo, culture geek. Donc, c'est vrai qu'on en parle régulièrement. Et C'est vrai. tu as tout à fait raison sur le fait que
quand on demande aux gens de se présenter, généralement, ils vont parler de leur boulot en premier, mais qu'en fait, on est quand même bien plus que notre boulot et heureusement, puisque c'est aussi, tout ce qu'on a à Mm. côté qui nous nourrit, au final, dans notre boulot. Donc merci, d'avoir précisé ça. Et du coup, ça nous fait une super transition avec la question numéro 2, qui est le petit jeu du portrait chinois. Donc, j'ai fait parvenir à Mélanie toute une liste d'items qu'elle pouvait choisir pour faire son portrait chinois. Donc, je lui ai demandé d'en choisir 5. Donc, elle va nous dire. Alors, du coup, je ne sais même pas quels items elle a choisi. Donc, Mélanie, C'est la dis-nous. surprise. Dis-nous. Justement, tu parlais de transition parfaite. Et ben, c'est très bien parce que le premier item que j'ai choisi, c'est un jeu vidéo. Classique. Du coup, voilà, si j'étais un jeu vidéo, je serais Tomb Raider parce que, alors c'est très nostalgique. En fait, quand j'étais petite, on avait une PS1 à la maison. Et en fait, j'ai vu mes parents, mes frères et sœurs qui étaient du coup un peu plus âgés et aussi leurs amis en fait jouaient à ce jeu pendant que moi je les regardais ou alors que je cherchais les solutions pour eux sur l'ordi. Et en fait, moi-même j'y ai un petit peu joué, mais franchement j'ai plus été spectatrice d'autres personnes qui y jouaient. Et en fait, ça me rappelle vraiment quand j'étais petite et ce côté où on était tous en train de chercher les solutions aux énigmes. Moi, je sais que quand j'y jouais, j'adorais faire les petits parcours dans son manoir où il fallait sauter de plateforme en plateforme. Et pour moi, c'est vraiment un jeu qui me rappelle mon enfance et qui est, ayant grandi, en fait, je dis souvent que j'ai grandi avec une manette dans les mains et pour moi, c'est hyper emblématique ce jeu de l'époque PlayStation 1 et voilà pourquoi je l'ai choisi. Ah ouais, c'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment joué à Tomb Raider pour... parce que enfin, tu le sais, je ne peux pas jouer à des jeux dans lesquels il y a des combattants réels, donc Tomb Raider, c'est Mm. compliqué. Mais je me souviens que, pareil, je l'avais sur PS1 et que je m'amusais justement dans le manoir à parcourir un petit peu le manoir, à essayer d'aller dans les pièces secrètes. Je me rappelle aussi mince, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas le valet de l'héroïne, mais tu Oui, sais, le majordome. le majordome, exactement. Je me rappelle qu'on pouvait le coincer dans une pièce à un moment Dans donné. la chambre froide, ouais. Je pense que qui n'a pas joué à Tomb Raider sans enfermer le petit... Je sais plus comment il s'appelait, Alfred ou quelque chose comme ça. Ah, je sais pas, Le majordome, en tout cas, Alfred, c'est le Batman. Alors, je majordome sais pas de... Ah oui, s'il c'est s'appelle vrai. Alfred aussi sur Tomb Raider, mais Lara Croft, voilà. Mais Je me c'est que rappelais plus de son nom. c'est le nom par défaut qu'on donne au majordome. Alors, un Mais grand ouais, ouais. pardon à tous les Alfred du monde. C'est sans arrière-pensée. Ok, d'accord. Donc, du coup, ouais, un jeu vidéo Tomb Raider, côté nostalgie, Mm. très cool. Je te laisse continuer avec le prochain item de ton portrait chinois. Bon, le deuxième item que j'ai choisi, c'est si j'étais un livre, je serais un recueil d'essais qui s'appelle It's Not Okay to Feel Blue and Other Lies, qui est en fait dans lequel on trouve des interviews de célébrités, mais pas que, il y a aussi quelques personnages moins publics qui racontent des moments difficiles de leur vie ou des moments où finalement leur santé mentale a été un peu mise à mal et ils ont eu voilà, des soucis pour s'en remettre. Et ça peut paraître très déprimant, dit comme ça. Mais en fait, ce livre est vraiment, je pense, d'utilité publique. Malheureusement, je ne crois pas qu'il ait encore été traduit en français. Mais tout simplement déjà parce qu'il parle de santé mentale, qui est un sujet très tabou et dont on parle très peu, mais qui m'importe beaucoup, parce que c'est souvent quelque chose qu'on relègue au second plan. Et en fait, le fait d'avoir ce bouquin qui est quand même assez épais, qui recense voilà, finalement des tranches de vie qui ne sont pas toujours faciles, ça permet aussi de se rendre compte que même si on n'en parle pas beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui vivent plein de choses différentes qui ne sont pas toujours faciles à gérer et que bien évidemment, généralement, il y a quand même un point positif à la fin où les personnes racontent qu'est-ce qu'elles ont mis en place ou comment elles ont réussi à s'en sortir. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste déprimant.
Mais c'est surtout un livre qui permet de mettre en avant ce sujet et de dire c'est OK, en fait. On n'a pas besoin de se cacher quand ça va pas. Et plein de personnes, même les personnes les plus célèbres, on n'imaginerait pas que... Enfin, elles ont tout ce qu'elles veulent sur le papier, mais ça n'empêche qu'elles vivent aussi des choses pas faciles. Et j'ai trouvé ça très cool de pouvoir mettre en lumière cette question de la santé mentale et de comment en prendre soin. Ouais, effectivement, super intéressant. Du coup, c'est un livre, un recueil d'interviews ou alors c'est des personnes qui prennent la plume et qui écrivent leur propre expérience? Oui, je dis interview, mais en fait, c'était pas du tout ça le bon terme. Enfin, c'était plus, comme je disais au début, un recueil d'essais. Ah d'accord. Parce que c'est vraiment, oui, chaque personne a été invitée à décrire une situation dans leur vie qui a été difficile et comment elles ont pu passer outre. Donc, chaque personne vraiment. Après, j'imagine qu'il y a eu relecture. Mmh. Enfin, les textes ont été retravaillés, mais ouais, c'est chaque personne qui a écrit sa propre expérience. OK, ouais. Bah, écoute, ça a l'air, super intéressant. Bah, du coup, je mettrai, peut-être, les références du livre, dans la description du podcast pour les personnes Ouais. intéressées. Parce que moi-même, du coup, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Ensuite, si j'étais un animal, je serais un panda roux. J'ai pas une explication de 3 heures, là-dessus. C'est juste que je trouve, cet animal vraiment trop mignon. Hem et en plus, je sais plus où est-ce que j'avais, lu ça, mais comme quoi les pandas roux, en fait, pour se défendre, ils se mettaient, sur, leurs 2 pattes et ils se levaient avec, les pattes en l'air du coup, pour essayer de paraître plus grands qu'ils ne l'étaient et essayer de faire peur, aux autres animaux. Donc bon, à vérifier la véracité du truc, mais je trouvais ça trop mignon et je sais pas, j'aime trop cet animal donc voilà. Depuis longtemps, du coup, tu l'aimes? Bah, pas tant que ça, enfin, pas tant que ça, je pense que ça fait quelques années. Après, j'ai pas de souvenir précis de à partir de OK. quel moment je me suis dit: «Waouh, le panda roux, c'est vraiment trop cool». Mais ouais, ça fait quelques années, je sais pas, je suis assez fascinée par, cet animal. En plus, il y a un Disney Pixar, qui était sorti, il y a pas très longtemps, qui s'appelle, Alerte rouge, je Ouais, c'est ce que crois, j'allais te demander. dans lequel, il y a des pandas roux et trop chou aussi donc après je suis un peu mitigée sur le film mais mais les pandas roux étaient mignons. OK. Donc le côté, mignon, fluffy Mmh. et ce côté, défense, se faire plus grand qu'on est pour se défendre. Ouais, c'est ça. OK, super. Est-ce qu'on peut en tirer une analyse, psychologique? Je ne sais pas, mais c'est Je ne sais pas intéressant non comme plus. concept. On laissera les auditrices, se faire leur propre interprétation. En plus, Exactement. vous ne voyez pas Mélanie, mais elle a actuellement un sweat orange, voilà, pour aller avec, avec le panda roux. C'est pour rester dans le thème, c'était tout prévu. Mmh mh. Ensuite, si j'étais un des 5 sens, je serais la vue parce que, je me considère comme quelqu'un de très, visuel dans le sens où, j'arrive mieux à retenir les choses quand je peux les voir. Je te donne un exemple, tout bête, quand j'étais à l'école, quand j'étais étudiante, je faisais tout le temps des fiches de révision avec, des couleurs partout parce Mmh. qu'après quand j'étais en contrôle, en examen, je revisualisais cette fiche et finalement ces éléments de couleur et la manière dont j'avais agencé les informations qui me permettaient de m'en souvenir et de pouvoir le restituer, en fait. Et globalement, j'ai aussi toujours, été très sensible à tout ce qui est art visuel, on va dire. Par exemple, je suis beaucoup d'illustrateurs, et de dessinateurs et dessinatrices, sur Instagram parce que des fois, je trouve qu'une image, ça peut transmettre vraiment beaucoup d'émotions et sans avoir rien d'autre à côté, en fait, en termes de couleurs, de lumière, des expressions d'éventuels personnages qui sont dessinés. Et je sais pas, ouais, j'ai une sensibilité particulière en tout cas pour ce côté-là. OK. Ouais, c'est super intéressant. Moi, je me souviens que pareil, quand, j'apprenais mes cours, je devais les réécrire.
mais par contre, j'avais pas cette notion de couleurs différentes. Moi, c'était vraiment l'action de réécrire mon cours qui me permettait de l'apprendre. Mais je trouve ça super intéressant d'avoir cette notion de bien tout mettre, enfin, avoir une espèce de vision un peu créative de ton cours. Et c'est comme ça que tu retiens ce que tu as écrit, en Mm. fait. Et enfin, en gros, tu as une espèce de... Est-ce qu'on peut extrapoler en disant que tu as une espèce de mémoire peut-être un peu photographique ou pas du tout? Si, je pense un peu. Après, j'ai pas enfin, qu'est-ce que tu entends exactement par mémoire photographique? Ben, alors, normalement, la mémoire photographique, c'est voilà, tu vois quelque chose et l'image s'imprime dans ton cerveau et tu peux te rappeler des détails de l'image que tu as vue. Mais là, du coup, à mon avis, c'est peut-être une variante où toi, tu retiens peut-être les différentes couleurs. Tu vois, enfin, si c'est Ouais, organisé de manière colorée. ouais, en fait, quand je dis, je pense que mémoire photographique, c'est peut-être un peu trop précis dans le sens où, justement, je trouve pas forcément que, si je vois une image, je vais me rappeler de chaque détail. J'ai plutôt une vision globale. En fait, c'est pour ça que moi, je mettais des codes couleurs sur mes fiches parce qu'en fait, je sais pas, par exemple, les grands titres, c'était, en rose, les sous-titres, c'était en vert et en fait, limite, en fermant les yeux, je peux avoir cette espèce d'organigramme global où je me dis: «Ah oui, ça, cette info, je vais pouvoir aller la chercher dans, le sous-titre A de la partie 1». Mais parce que en fait, j'ai une espèce de prise de recul où je vois la globalité, du truc et je me dis: «Ah oui, c'était construit de telle manière, donc je sais que ça, c'est ça». Mais après sur le côté mémoire photographique, je suis pas trop sûre parce que justement, j'ai pas ce côté très, détaillé. C'est vraiment plus une vision d'ensemble. Ok. Ouais, donc de ce que tu me dis, ce que j'analyse, c'est que on est plutôt sur un côté structuration, en fait. Mmh. Enfin, je pense que je fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que tu as une espèce de grand ensemble. Tant que c'est pas structuré, c'est pas très clair, mais une fois que tu as bien tout structuré à l'intérieur, c'est très clair pour toi et c'est beaucoup plus facile à retenir, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok, très intéressant. Du coup, je vais clore, ce portrait chinois, à nouveau par un côté nostalgie, puisque, si j'étais une chanson, je serais une Nuit de folie de début de soirée. C'est une chanson, alors je sais même pas si c'est années 70, années 80, mais bon, chanson années disco, on va dire. Et en fait, je l'ai choisie parce que encore une fois, quand j'étais petite, chez mes parents, on avait installé une petite boule à facettes et on faisait des booms à la maison, mais juste entre nous, en fait. Et c'était la chanson que je voulais tout le temps écouter et aujourd'hui encore, quand je fais des soirées, si elle passe pas, je vais aller la réclamer à mes amis ou à ma famille parce que je sais pas pourquoi, vraiment j'adore cette chanson. Elle est hyper entraînante, elle est hyper rigolote et enfin voilà, c'est vraiment un quand je l'entends, ça me ramène directement à quand j'étais, enfant et qu'on faisait des booms à la maison, avec notre petite boule à facettes, nos platines parce qu'en fait, mon beau-père, était DJ quand il était plus jeune et du coup, enfin voilà, il nous faisait le DJ à la maison et c'était vraiment incroyable. Ah ouais, Donc ceci explique cette cela. chanson, c'est Je trouve ça génial ouais, le concept de boule à facettes déjà. oui, mais c'était vraiment incroyable. On avait ça dans notre salon, enfin voilà, on la mettait en plus vraiment elle tournait et tout, c'était pas juste pour la déco donc on éteignait les lumières, on mettait la lumière là sur la boule à facettes, on poussait les canapés, mon beau-père il branchait, les platines, il sortait ses vinyles et puis c'était parti et vraiment c'est des trop bons souvenirs donc voilà, c'est ma chanson de choix. Génial. Je crois que ouais, je pense qu'on a tous besoin d'une boule à facettes chez soi et d'une platine en fait. Mais oui! C'est tellement, génial. Franchement, le jour où j'aurai, un appart ou une maison, où je pourrais, accrocher des trucs au mur comme ça, directement, je ferai ça. Ah, c'est clair, c'est clair. OK. Bon bah du coup, merci Mélanie, pour ce petit portrait chinois. J'aime beaucoup cet exercice, je trouve que ça révèle beaucoup sur les personnes. Et bah du coup, on va continuer. En intro, je vous disais qu'on en saurait un petit peu plus sur le parcours de Mélanie. Bah voilà, le moment est venu.
Donc, Mélanie, est-ce que tu peux nous parler du parcours qui t'a mené à faire du community building? Je peux essayer. Non, parce que je dis ça parce que c'est assez, enfin, je dirais pas décousu, mais il s'est passé plein de choses, donc je vais essayer d'être quand même assez concise. À la base, je voulais être traductrice littéraire. Du coup, j'ai tout fait depuis, la 5e pour, aller, vers cette voie. Donc, j'ai fait, un bac L, j'ai fait une licence d'anglais et normalement, je voulais faire un master en traduction. En fait, c'est en arrivant à la fac que je me suis dit: Non, j'ai pas envie de faire ça». Je m'étais un peu mis des œillères, pendant toutes ces années parce que c'était rassurant, en fait, de savoir ce que je voulais faire, alors qu'il y avait plein de gens autour de moi qui ne savaient pas et comme on le sait tous, à l'école, on nous met, beaucoup la pression pour choisir notre orientation et moi, je voulais, éviter cette pression-là donc voilà, je traçais ma route. Toujours est-il qu'en arrivant à la fac, j'ai décidé donc de ne pas faire ça et j'ai quand même fini ma licence d'anglais. Sauf qu'après j'avais envie d'entreprendre et donc je me suis lancée dans un service civique, dans une association qui s'appelle Unicité et qui permet en fait de choisir, son propre projet d'intérêt général à réaliser de A à Z. À l'inverse des missions de service civique où généralement c'est, tu travailles dans une association et on t'assigne des missions, spécifiques. C'est pas toi qui crée ton propre projet. Donc j'ai fait ça pendant, 1 an. Donc là, c'est, pour resituer un peu, c'était entre 2017 et 2018. Et pendant ce service civique, j'ai monté un projet, autour de l'écologie où je faisais des ateliers sur le zéro déchet pour les particuliers. En fait, j'avais choisi, cette thématique parce que pendant mes années d'études, donc mes 3 ans de fac, je m'étais vachement sensibilisée au sujet. Ayant eu mon premier appartement, j'ai commencé en fait à m'intéresser à ma consommation et comment je pouvais faire pour l'améliorer et surtout réduire mes déchets. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi cette thématique parce que, disons que moi généralement quand je me passionne pour un sujet, je veux vraiment faire une fixette dessus et creuser, le plus possible pour comprendre les tenants et les aboutissants, pour, vraiment, essayer d'avoir une compréhension globale et j'ai tendance, voilà, à vraiment y aller à fond. Donc là, c'était la période vraiment écologie zéro déchet. Ensuite, après ce service civique, j'ai voulu continuer dans cette, voie, enfin dans ces projets sur l'écologie et je suis retournée à la fac, mais cette fois-ci pour un diplôme étudiant entrepreneur et en fait, je voulais, tout simplement transposer le projet que j'avais commencé en service civique, mais pour les entreprises, donc faire des ateliers de sensibilisation au zéro déchet, mais dans les entreprises. Donc j'ai commencé un petit peu à faire ça entre 2018 et 2019 et j'avais vraiment, enfin j'étais partie, sur des grandes ambitions avec ce projet en me disant, «Je vais faire des ateliers réguliers, vraiment transformer, la manière dont les personnes consomment dans les entreprises». Donc j'ai eu l'occasion de faire des ateliers tests, dans des espaces de coworking et quelques entreprises et c'était très chouette. Mais en parallèle, j'avais besoin aussi de travailler, enfin d'avoir vraiment un revenu, régulier et c'est à peu près la période où j'ai commencé à faire de la rédaction web et de la communication parce que, finalement ça rentrait dans mes compétences et j'avais pu en faire aussi un petit peu, pour, des engagements associatifs. Donc voilà, je me suis lancée en freelance. Donc mon entreprise, en fait, je l'ai ouverte en 2018, juillet 2018, pendant que j'étais toujours avec ce projet sur l'écologie. Maintenant, je fais un petit peu un bond dans le temps pour nous amener directement à 2020, où je suis partie en Erasmus pour les entrepreneurs, dans le but de développer ce projet sur, l'écologie en entreprise et sauf que c'était la période du covid. Et j'étais partie aux Pays-Bas travailler avec un autre entrepreneur, qui avait un tout autre projet. En fait, l'objectif, c'était un peu donnant-donnant. Moi, j'aidais cet entrepreneur et lui m'aidait à développer mon projet. Et puis, bah, voilà, confinement oblige, ça a été hyper compliqué et je me suis retrouvée, confinée, sur place pendant 2 mois avant de pouvoir rentrer en France et puis au final, l'Erasmus s'est arrêté, j'ai pas pu aller au bout, de mon contrat pour diverses, raisons. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit: «Mais là, j'essaye de mener 2 projets de front» parce que j'avais toujours ma micro-entreprise avec, ses missions de rédaction et de com et aussi, mon projet sur l'écologie où j'avais vraiment vocation à rassembler les gens autour de sujets qu'on trouvait un peu barbants et dont on avait marre, en fait, de recevoir des injonctions toujours sur, «Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça». Mmh.
Donc voilà, je me suis retrouvée en pleine réflexion. Il y a eu pas mal de changements aussi, dans ma vie perso qui ont fait que ça tout a été chamboulé en même temps, en fait, finalement, ma vie pro, ma vie perso. Et là, je me suis dit: «Mais en rétrospective, tout ce qui a toujours, été le fil rouge de n'importe quel projet, n'importe quel engagement associatif que j'avais eu sur, les 3 4 dernières années, c'était la notion de rassembler les gens». Donc, quand je faisais des ateliers pour les particuliers, c'était rassembler des particuliers. On faisait des sessions, en fait, de partage et d'échange où chacun donnait ses bonnes pratiques, répondait aux questions des autres, s'enrichissait des expériences aussi des uns. Et en fait, c'était pareil sur le projet, pour les entreprises, et c'était vraiment cette notion fil rouge de rassembler et de créer du lien entre les gens et de leur permettre d'apprendre les uns des autres. Et en fait, ça a un peu été le moment de révélation, tu sais, où tu te dis: «Ah mais ça y est, j'ai trouvé le truc, qui me fait vraiment vibrer». Et c'est pour ça qu'en 2020, j'ai pris la décision d'arrêter le projet sur l'écologie parce que je voyais déjà que ça ramait un petit peu. D'arrêter aussi, bon, idéalement, mes missions, de communication et de rédaction web, et de me concentrer uniquement sur la création et la gestion de communautés privées. Et ça a vraiment été une période de transition, et aujourd'hui, je suis quasi exclusivement sur des missions, autour de la création et gestion de communauté. Voilà! OK. Ouais, non, c'est super intéressant de voir le cheminement et je rajouterais que, ben, l'année dernière, tu as lancé, la bêta d'une formation, sur le community Oui, building et que là, tu es sur le point de lancer une formation, community building, mais via Discord. exactement. Alors déjà, Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer pour, les auditrices qui ne le savent pas, ce qu'est Discord? Discord, je dirais que c'est un mix entre un, forum et une messagerie instantanée. En fait, c'est une plateforme qui permet de créer, des serveurs, donc des communautés finalement, et c'est organisé de manière à ce que, il y ait différents salons dans lesquels on peut discuter enfin voilà, de plein de sujets. On a des salons écrits et des salons vocaux, et en termes, vraiment de fonctionnement, je dis messagerie instantanée parce que c'est vraiment, enfin voilà, on s'envoie des messages, de manière instantanée dans, ces salons. Et le côté forum, parce que en fait, la structure ressemble beaucoup, je trouve, à un forum dans le sens où, les forums qu'on utilisait il y a quelques années, enfin, qui existent toujours d'ailleurs, mais c'est un peu moins populaire, il y a le côté, organisation en catégories, sous-catégories avec des forums à l'intérieur. Bah, Discord, c'est un peu pareil. Il y a des catégories, il y a des salons dedans, il y a des messages dans les salons, et ça permet, voilà, de structurer des communautés, professionnelles, mais aussi des communautés entre amis, pour, jouer, discuter de plein de sujets différents. Donc, il y a plein d'utilisations possibles, et c'est un outil qui est très, polyvalent, qui avait une réputation très gaming parce que c'était beaucoup utilisé, dans cet univers-là avant, mais qui cherche à s'ouvrir, aux communautés au sens large pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. OK. Bah, merci pour, cette explication détaillée, de l'outil. J'espère que ça va donner envie, aux gens de s'y intéresser parce qu'effectivement, c'est un super outil communautaire et c'est vrai que, ben, moi, je fais partie de pas mal de serveurs Discord, donc que ce soit, pour, Pareil. l'entrepreneuriat, pour le jeu vidéo, pour, le jeu de rôle, même pour, mes clients. On a mis en place des serveurs Discord pour discuter entre nous, de sujets, professionnels. C'est vrai que c'est très versatile, en fait, comme utilisation Mmh. et c'est ultra pratique. Du coup, cette formation Discord, elle m'est venue parce que j'ai commencé à beaucoup utiliser cet outil. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a 2 ans de ça, je l'utilisais par défaut un peu parce qu'en fait, j'avais, enfin une entreprise avec laquelle je travaille qui était dessus, mais j'étais pas spécialement fan en fait parce que je trouvais pas l'outil hyper intuitif. Pourtant j'adore bidouiller, mais vraiment ça me parlait pas plus que ça. Et après je me suis mise à jouer davantage en ligne, donc forcément c'est un outil qui est beaucoup utilisé aussi, dans ce type de situation. Et bref, j'ai découvert en fait toutes les possibilités qu'il y avait avec, Discord, en termes de gestion de communauté, de gestion de rôle, enfin voilà, le côté très structurel aussi. Moi, comme on l'a vu tout à l'heure, j'aime bien le côté très organisation, structure et cetera dans tout ce que je fais,
bah là, en fait, ça réunissait un peu ces critères-là. Donc, j'ai commencé à beaucoup plus l'utiliser et aussi à gérer une communauté sur Discord, qui est la communauté de Notion en français que j'ai co-créée il y a quelques années, bah, il y a 2 ans de ça. Et en fait, vraiment, je suis tombée amoureuse de l'outil après des débuts un petit peu réticents. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui voulaient créer des communautés sur Discord ou même qui voulaient comprendre le fonctionnement parce que ça n'en reste pas moins que l'outil est pas super intuitif quand tu le connais pas du tout et que tu es pas habitué de ces plateformes-là. Donc j'avais vraiment envie de créer une formation qui reparte des bases, de comprendre l'interface, comprendre les différents blocs en fait qui composent Discord et qui composent un serveur Discord et les différentes interactions que tu peux retrouver à l'intérieur pour que les personnes en fait puissent vraiment dans la formation créer de A à Z leur propre serveur Discord. Et moi-même en fait, j'ai pris un exemple fictif pour permettre d'accompagner les gens, et d'avoir quelque chose de tangible à quoi se raccrocher en me disant: «Ah oui, bon, moi, dans ma communauté, je pourrais, utiliser Discord de telle et de telle manière», pour que ça réponde à mes objectifs et à ma façon, en fait, d'organiser ma communauté. Donc c'est un peu tout l'enjeu de cette formation et la raison pour laquelle, j'ai eu envie de la créer. OK. Bah, du coup, je vous mets aussi pareil, hein, les liens pour accéder à toutes les informations concernant la formation de Mélanie en description de ce podcast. On va passer à la question suivante, Mélanie. Euh, pour ton organisation, donc là, on va parler outils, pratiques, Ah yes! ressources. Pour ton organisation, qu'est-ce que tu utilises régulièrement? Alors, quand je te demande qu'est-ce que tu utilises, je peux parler d'outils, mais ça peut être aussi des mantras, ça peut être des systèmes d'organisation. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Ouf! Il y a plein de choses. J'essaye de me dire qu'est-ce qui serait le plus pertinent. Bah, si on fait juste un rapide tour des outils que j'utilise, comme beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses maintenant, j'utilise beaucoup Notion depuis quelques années. Mm. Rien de bien original là-dedans. Mais j'ai quand même conservé une partie papier parce que je me balade jamais sans mon carnet et sans mon agenda papier parce que, je j'arrive pas à tout faire sur Notion et notamment la gestion des tâches, ça me parle pas. Donc là, c'est le premier message aussi que j'ai envie de faire passer, c'est que malgré le fait qu'on parle souvent d'outils en ligne et du fait qu'il faille au maximum, numériser, son organisation et utiliser, voilà, les outils à leur plein potentiel, moi je dis que faut faire selon, la manière dont on fonctionne et selon, ce qui nous correspond le mieux. J'ai essayé de tout faire sur Notion, ça me parlait pas. Du coup, je suis repartie à mon mix, Notion papier et ça me va très bien comme ça. Donc en termes d'outils d'organisation, c'est vraiment avec, ces 2-3 outils que je fonctionne, tout le temps et j'ai pas forcément besoin de plus. Ça me permet d'organiser toutes mes ressources et puis, de suivre mes tâches sur, mon petit agenda avec ma to-do list et je coche quand c'est fini et point. En termes de principes d'organisation que j'utilise pas mal au quotidien, c'est en fait de me faire des to-do list, à la semaine. Je sais qu'avant je faisais beaucoup de to-do list, à la journée, donc voilà, avoir une liste de choses à faire, qui devaient être terminées à la fin de ma journée et en fait, j'avais beaucoup de mal à les terminer et à vraiment, pouvoir, respecter mes propres engagements, là-dessus. Parce que tout simplement, je me mettais trop de choses dans une seule journée et ça faisait que, sur le papier, en fait, à la fin de la semaine, j'avais beaucoup moins de choses parce que, je mettais tout vraiment en début de semaine. J'étais hyper optimiste sur ma capacité, en fait, à abattre autant de travail et ça ne marchait pas. Donc un jour, j'ai décidé que j'allais changer un peu de méthode et maintenant je fais plutôt des to-do list à la semaine par projet. Donc je sais dans une semaine ce que j'ai à faire, au global sur mon propre business, mais aussi sur mes missions clients et en fait après je me mets des blocs de temps sur Google Agenda. Idéalement en fait, c'est, par exemple, je vais me dire: «Bah, cette matinée-là, je vais plutôt la consacrer sur tel projet et cet après-midi sur tel projet». Mais après, je me laisse la liberté, en fait, de bouger les blocs. Je sais, en fait, quelles sont les choses qui sont prioritaires. Si j'ai besoin de m'en souvenir, je me mets une petite étoile à côté de ma to-do list pour me dire: «Ça, il faut que je commence par ça cette semaine» ou «Il faut que je commence par ça aujourd'hui».
Mais globalement, en fait, ça me permet d'être beaucoup plus efficace parce que je me laisse la liberté, en fait, de bouger les blocs si finalement j'ai pas envie de bosser sur, un projet en particulier. Et surtout, je me rends compte que depuis que je fais ça, bah, ma to-do list, à la fin de la semaine, j'arrive à la terminer, avec une marge d'erreur parfois de un ou 2 items, mais c'est beaucoup plus efficace que quand je me mettais la pression, que je finissais pas et que, du coup, ça enclenche un cercle vicieux où après je me dis: «Ah mais j'y arrive pas», donc le lendemain matin, je procrastine et puis, bah, forcément, je prends encore plus de retard et ça me mettait dans des situations où, je m'imposais du stress à moi-même, où je travaillais après, le week-end alors qu'en fait, tout était, gérable dans la semaine. Donc ça, c'est vraiment le truc, qui fonctionne trop, trop bien chez moi et que je me suis autorisée à faire parce qu'en fait, au début, je suivais beaucoup, les systèmes d'organisation de tout le monde que je voyais, sur Instagram, enfin sur n'importe quel réseau et j'essayais de copier des systèmes mais qui marchaient pas avec moi et maintenant j'essaye de beaucoup plus m'écouter. Donc voilà, ouais, ce système de to do à la semaine et bloc de temps sur l'agenda, bah, je dirais pas que c'est le système parfait, parce que peut-être que ça convient pas, enfin voilà, aux auditrices qui nous écoutent, mais en tout cas, moi, c'est le système qui fonctionne pour moi. Mmh. Ouais, j'avoue que moi, c'est pareil, ça fonctionne assez bien pour moi et comme tu dis, ça permet d'avoir une certaine souplesse dans ton agenda. C'est-à-dire si un jour tu te rends compte que, tu pas l'énergie ou que tu vraiment pas envie, enfin, ou tu sens que ça va pas le faire de travailler sur un dossier, bah, ça te permet de switcher un peu tes blocs de temps, pour, te consacrer à la tâche la plus optimum, au moment T, quoi. Au moment M plutôt. Oui, c'est exactement ça et puis, forcément, au début, ça peut être dur d'estimer le temps que tu vas prendre sur tel et tel projet ou ça Ouais. peut être, difficile de finalement te faire confiance en te disant: «Bah, j'ai une to-do list à la semaine, mais du coup, je ne m'impose pas vraiment de tâches sur une journée». Après encore une fois, je parle de ça de manière générale quand tu as pas d'urgence ou de priorité, vraiment particulière. Mais ça prend du temps, voilà, d'accepter finalement de se faire confiance aussi, de se dire: «Bah, si ça fonctionne». Mais c'est vraiment, pour moi, ça a été très salvateur et ça m'aide à beaucoup moins procrastiner, qu'avant. Ouais, parce que ce que tu disais donc, c'est qu'avant, tu essayais d'appliquer, bah, des méthodes que tu trouvais, certainement chez d'autres entrepreneurs, sur Insta, sur d'autres sites web ou enfin bref, ailleurs et que, bah, ça fonctionnait pas forcément sur toi et que depuis que tu t'écoutes, ça va mieux en termes, de gestion du temps, d'énergie, de productivité, C'est ça et c'est toujours un travail, en cours, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus et puis, comme je te parlais tout à l'heure de Notion où, au début, je voulais absolument tout faire dessus parce que, bah, c'est un peu, l'injonction qui prime, sur les réseaux et sur internet de manière générale. Des personnes qui utilisent Notion, elles utilisent Notion, pour tout et il faudrait faire pareil parce que c'est vraiment le truc à faire, mais je me suis rendu compte que moi, ça me correspondait pas et en fait, tu te libères d'un poids déjà quand tu essayes de moins te comparer à ce que font les autres et de plus recentrer l'énergie sur toi et de te dire: «Mais peu importe que les autres, bossent 12 heures par jour, ou, utilisent exclusivement un outil ou utilisent ce système d'organisation. Ce qui prime, c'est ce que moi, j'ai envie de faire et mon fonctionnement à moi». Et j'avais suivi un coaching un peu, là-dessus, sur la gestion du temps finalement, mais ça allait bien au-delà de ça. C'est aussi la gestion des ressources parce que tu peux avoir 7 heures dans une journée, mais l'énergie pour bosser que 4 mmh. et c'est OK en fait, tant que tu es autant efficace mais c'est difficile en fait de sortir de ce schéma où, en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, on veut vraiment s'affranchir de modèles préexistants, donc bah, qu'on hérite du salariat majoritairement. Mais en même temps, on se laisse pas la liberté de fonctionner, comme on veut parce que, il y a d'autres injonctions qui prennent le pas, sur d'autres fonctionnements, quand tu as une entreprise, tu es censé faire, X ou Y, chose donc c'est un peu difficile de s'en défaire mais je pense que c'est important. OK. Bah, du coup, en fait, ça va super bien, ça répond un petit peu à la question suivante qui est, en termes de mindset et d'état d'esprit, qu'est-ce que tu utilises régulièrement justement pour, bah, garder la motivation et garder un état d'esprit positif? Donc
la première chose, ce serait d'essayer de ne pas se comparer aux autres et de s'écouter, Mhm. j'imagine. Après, est-ce que tu C'est as la d'autres... première chose. Oui, pardon, excuse-moi. Non, 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 je disais que oui, effectivement, c'est la première chose. Mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Ouais. Je me dis, il y a quelques années, j'entendais aussi des discours comme ça qui disaient de s'écouter, etc. Et c'est bien beau de les entendre, mais faut-il encore pouvoir les mettre en application? Après, d'autres choses qui me permettent de garder la motivation, bah, c'est qu'après, j'ai fait beaucoup de travail sur moi aussi, d'un point de vue, je dirais mental, enfin, et aussi santé mentale, tu vois, pour mieux me comprendre, pour mieux enfin, réussir à mieux identifier des schémas qui peuvent se répéter, tu vois? Je te parlais tout à l'heure de cercle vicieux où tu réussis pas ta to-do, du coup, tu procrastines parce que tu as l'impression que de toute façon, tu vas pas y arriver, donc tu accumules encore plus de retard. Je dirais qu'en fait, enfin, là où je veux en venir avec tout ça, c'est que, hem, j'arrive à maintenant faire une rétrospective des situations qui me sont arrivées avant. Par exemple, si je commence à me sentir, mal parce que j'ai l'impression de procrastiner ou parce que j'ai l'impression enfin, qu'il y a un truc qui va pas dans mon organisation et que j'avance pas ou qu'une tâche me fait peur parce elle est trop imposante, en fait, j'arrive à prendre du recul maintenant et ça, ça m'aide vraiment au quotidien parce que c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire avant et le fait de pouvoir prendre du recul, ça m'aide à me dire: «OK, à quel moment est-ce que j'ai déjà été dans cette situation, à me sentir angoissée par un truc ou à me sentir, désorganisée? OK, telle période, je me suis sentie comme ça et qu'est-ce que j'ai fait pour en sortir?» Donc ce que je fais, ça peut être plein de trucs différents. Moi, je fonctionne beaucoup avec des cartes mentales. Donc je prends mon carnet et en fait, je note, par exemple, je fais un point d'étape sur, mon projet, enfin mes missions, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment et comment tout ça s'articule. Je parlais au début du podcast d'avoir, ce côté très visuel. En fait, le fait d'écrire comme ça une carte mentale sur mon carnet, ça me permet directement d'avoir en visu, tous les différents projets qui gravitent autour de mon business et comment j'articule tout ça. Enfin, je dis business, mais des fois aussi, je pose vraiment tout pro, perso, tout ce Mmh. qui me vient en tête. Donc déjà, écrire, ça m'aide, beaucoup. Et méthodes que j'utilise, par exemple, quand je me sens pas, assez focalisée sur mes tâches, c'est de me lancer des timers, tu sais, en mode méthode Pomodoro, Mmh. en me disant: «Là, à 25 minutes, je fais le max que je peux». Il y a pas de réfléchir 3 heures à «Est-ce que je devrais mieux commencer par cette tâche ou est-ce que ça va être difficile?» C'est non, je la prends, je commence, 25 minutes, je vais au max que je peux et après je vois ce qu'il en ressort et généralement, bah, ça me lance dans la machine et voilà. Non, mais c'est su ouais, alors ici, on adore les cartes mentales. Moi, c'est l'outil que j'utilise en plus de Notion. J'utilise aussi le papier, mais c'est vrai que quand je dois structurer un espace Notion ou refaire une organisation, je passe toujours par la case carte mentale, ça Ouais. m'aide beaucoup. Et ouais, là, ouais, la méthode Pomodoro, effectivement, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est une méthode, que je conseille pas forcément d'utiliser tout le temps, mais c'est vrai que quand on a des soucis de motivation et qu'on procrastine, ça aide trop de se dire: «Bon, bah, allez, 25 minutes, je fais le max», et ça permet de relancer un peu la machine. C'est, très, très chouette Mmh. comme conseil. Et je voulais te poser une autre question, du coup, revenir un petit peu à ce côté, quand tu me disais que donc c'était important de ne pas se comparer aux autres et que c'était facile à dire. Est-ce que toi, tu as mis en place des petits trucs pratiques, bah, pour justement essayer de ne pas te comparer aux autres? Ah, la question à 1 million. J'essaye, là aussi. Il y a plusieurs petites choses, qui m'aident à moins me comparer. C'est que, déjà, j'ai fait un tri sur les réseaux sociaux, tout bêtement. Mmh. Parce qu'avant, je suivais beaucoup de comptes business au final et je respecte, hein, ce qui est fait et il y a des personnes vraiment incroyables sur Insta, enfin, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était plus anxiogène qu'autre chose parce qu'à force de voir des posts avec des mantras, avec comment faire, 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et cetera. Quand toi, tu y es pas, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais de travers?» Enfin voilà, donc déjà, c'est finalement de couper le truc à la source, plutôt que d'essayer de mettre en place des méthodes pour,
pour juste soigner des symptômes superficiels. C'est vraiment essayer de partir de la base, donc tri sur les comptes que je suis, les newsletters que je lis. Ça, c'est une première chose. Mmh. Et la deuxième chose aussi, c'est quand je sens que je suis dans ce type de spirale, j'en discute avec d'autres, amies, entrepreneuses notamment et j'écris encore une fois, par exemple, la liste des choses que j'ai réussi à accomplir, ces, 2, 3, 4 dernières années. Si c'est plus à un niveau, quotidien de j'ai l'impression qu'une personne, elle a réussi à abattre, un travail monstrueux en une journée, bah, en fait, moi je fais une liste des choses que j'ai faites dans la journée et je me rends compte qu'en fait j'ai bien avancé aussi. Voilà, c'est plein de petites choses qui permettent finalement le maître mot là-dedans, c'est juste de conscientiser ce que toi tu fais et ce que toi tu as déjà accompli pour arrêter de te dire, bah, enfin finalement cette personne elle fait mieux que moi parce que c'est pas vrai généralement et je dirais une troisième chose aussi, c'est que souvent on se compare avec des personnes qui sont plus avancées et qui sont passées par les étapes par lesquelles on est en train de passer et du coup ça Mmh. n'a aucun sens. Mmh. Ça n'a aucun sens de te comparer à quelqu'un qui est, je sais pas, qui a son business depuis 10 ans quand toi tu l'as depuis 3 4 ans. Évidemment que tu pourras pas atteindre les mêmes objectifs qu'elle parce que cette personne, elle est passée par, la phase par laquelle tu es en train de passer. Donc j'essaye d'être un peu terre à terre aussi des fois et me dire: «Non mais c'est bon, enfin toi tu avances, tu fais ton chemin, l'important c'est que tu avances et que tu atteignes tes objectifs. C'est pas que tu atteignes les mêmes objectifs que ta voisine, on s'en fiche. Elle a pas la même vie, elle a pas les mêmes envies, les mêmes besoins». Donc c encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais je prends de plus en plus, cet automatisme. Ouais, mais bon, après tu dis, voilà, plus facile à dire qu'à faire, mais là, du coup, tu proposes quand même des applications pratiques, tu vois? C'est-à-dire, Mmh, premièrement, faire le tri, déjà, dans ce que tu vois tous les jours, parce que c'est vrai qu'on a une attention qui est limitée, donc pourquoi se faire du mal avec des choses qu'on trouve anxiogènes? Tu vois, déjà, ça, c'est un très bon conseil, je trouve, faire le tri dans son Insta et dans ses newsletters. Et puis ouais. ensuite, comme tu dis, peut-être, quand on se sent pas bien, qu'on se compare à d'autres, déjà, ouais, regarder, où en est la personne, depuis combien de temps elle bosse, sur son business et déjà combien de personnes il y a derrière aussi. Parce que des fois, la personne n'est pas toute seule, hein, on s'en rend pas compte, mais elle peut avoir beaucoup d'aide pour, tout son boulot et comme tu dis, bah, peut-être écrire, enfin, en tout cas, prendre conscience de ce que toi, tu as fait, faire des bilans réguliers pour, te les réafficher, te dire: «Ah bah, ouais, effectivement, j'ai déjà accompli pas mal de choses, cool». Ouais et puis je voulais juste aussi rajouter, Vas-y. une réflexion qui est assez récente, parce que là, on parle beaucoup de comparaison, enfin, on a parlé dans les systèmes d'organisation, dans le business et cetera et en fait, c'est une réflexion qui m'est venue il y a quelques semaines, suite à une séance de yoga où sur la partie méditation à la fin, la prof, nous a invités à nous décharger de tout ce qui enfin, de toutes les injonctions, de toutes les contraintes qu'il y avait autour de nous, que ce soit pro, perso et finalement de penser à qui on était sans toutes ces couches-là, sans la couche, enfin voilà, Mélanie entrepreneuse, Mélanie fan, de manga, et cetera et en fait, ça m'a beaucoup, déjà ça m'a beaucoup touchée. Je sais pas trop enfin, je saurais pas trop expliquer. Je pense parce que pour moi, le regard des autres a toujours été un sujet assez délicat et en fait, après, j'y ai beaucoup réfléchi à cette phrase et je me suis dit: «Mais en fait, c'est un peu, la clé, de tout, quoi». Parce que c'est vraiment, encore une fois, se recentrer sur soi et se détacher de tout ce qu'il y a autour parce que in fine, enfin, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on veut pour nous-mêmes et ça n'a strictement aucun intérêt de se faire souffrir, en fait, avec des injonctions extérieures alors que bah, on a toute notre vie à construire soi-même et voilà, nos besoins, nos objectifs à atteindre et c'est un peu, ouais, visualiser ça comme des couches qui nous empêchent de vraiment respirer et de vraiment être nous-mêmes et d'essayer de les enlever, en fait, pour se retrouver en quelque sorte. Voilà, c'est très philosophique, mais Non, mais c'est super important ce que tu dis. C'est, là-bas ce que nous, on veut vraiment. mmh, Mmh. Je Du coup, je rajoute rien, je trouve que c'est parfait, comme tu l'as dit. voilà, méditer là-dessus, Ouais. Alors après, je voulais te poser la question donc, pour te demander
dans les moments où tu manques d'estime de toi, comment tu fais pour les passer le mieux possible. Mais je pense, enfin, peut-être que tu as des choses à rajouter, hein, mais je pense que du coup, tu y as déjà pas mal répondu, notamment quand tu parles de faire des bilans pour voir tout ce que tu as déjà accompli et dont tu es fier. Je sais pas si tu veux rajouter quelque Mm. chose. Si, j'ai une petite chose, c'est encore un truc récent, mais qui finalement a été un peu un moment de révélation, enfin, dans mon introspection, c'est que je me suis dit aussi que souvent je fais plus confiance à la Mélanie du futur qu'à la Mélanie du présent. Dans le sens où, quand on parle d'organisation, tu vois, parfois, je te parlais des to-do list où j'étais trop ambitieuse, et finalement qui finissaient par, baisser mon estime de moi parce que je me disais: «Bah non, je suis pas capable». En fait, je me suis rendu compte que c'était hyper injuste de faire ça. Enfin, tu vois, si j'imagine que je suis, entre guillemets «2 personnes différentes» entre le présent et le futur, bah, en fait, souvent, je mets toute la responsabilité de devoir agir et de devoir faire les choses correctement à la moi du futur. Et genre, moi, je me décharge de cette responsabilité en le notant sur le papier, en faisant ma petite to do, en faisant mon petit planning pour plus tard. Et en fait, je laisse toute la responsabilité à la moi du futur de devoir agir sur ces bonnes paroles, tu vois? Et ces réflexions que je fais en amont. Et en fait, je me suis rendu compte que faire ça, évidemment que ça marche pas et que c'est pour ça que je répète des schémas où je me fixe des objectifs. Mais là, enfin, je dis ça pour le pro, mais ça marche aussi pour le perso. Je sais pas, tu vas tenir une routine de sport ou ce genre de choses. Quand tu te dis le samedi: «Non mais c'est bon, je reprendrai lundi», mais en fait, pourquoi lundi et pourquoi pas aujourd'hui? Et c'est un peu prendre ses responsabilités aussi sur le moment présent pour anticiper justement, des émotions négatives que tu vas faire ressentir à la toi du futur et que tu aurais pu éviter si tu avais été un peu plus, bienveillante avec elle, en fait. Et enfin, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant de réfléchir de cette manière-là aussi, parce que ça peut expliquer beaucoup de choses sur, le pourquoi est-ce qu'on va procrastiner au moment venu, le pourquoi, on se fixe des objectifs trop ambitieux et qu'après, bah, on s'autoflagelle quand on les atteint pas. C'est juste parce que, voilà, on a déchargé trop de responsabilités sur le futur et heu et que c'est plus intéressant finalement de prendre ses responsabilités dans le présent. Voilà. On tourne Mmh. vraiment, à l'introspection là. Ah non, mais j'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Mais j'aime beaucoup cette image de moi du futur et ouais, comment tu te décharges sur ta moi du futur. Non, mais ouais, je trouve ça très sage comme manière d'aborder les choses. J'aime beaucoup. Bah, j'espère que ça parlera, à tes auditrices également. Ouais. Au niveau de la motivation. Alors, j'imagine que comme tout le monde, tu es humaine et qu'il y a des moments où tu manques cruellement de motivation pour, Mmh. te mettre au boulot. Dans ce cas-là, comment fais-tu? En dehors de, la méthode Pomodoro, pour éviter de procrastiner. Est-ce que tu as des petits trucs? Quand j'arrive à ne pas culpabiliser, je m'autorise à faire, des pauses, enfin ou à carrément me prendre une demi-journée off, à faire autre chose. Ça, je vais être honnête, ça arrive rarement, surtout quand je ne l'ai pas anticipé. Mais sinon, ça va être, de commencer par quelque chose, qui me fait vraiment envie. Parce que des fois, le manque de motivation va venir du fait que la première tâche, que je m'étais un peu fixée de faire dans ma tête, finalement, elle me convient pas. Enfin, je me sens pas motivée à la faire et des fois c'est ce que je parlais tout à l'heure, du fait d'intervertir des blocs de temps. Parfois, ça m'aide à retrouver la motivation parce que je me lance dans un truc qui est plus enthousiasmant, on va dire. Hem, voilà, après par rapport aux autres méthodes que j'ai citées, j'ai pas trop de trucs en plus, j'avoue. OK. Non, mais c'est pas ça peut regrouper effectivement la motivation, l'estime de soi. Enfin, il y a des outils qui peuvent être, multidimensionnels, je crois. Exactement. Des fois, ça peut être aussi de se créer des petites, routines, tu vois? Je sais que, par exemple, si je me lève le matin et que je suis pas très motivée, il y a une chose
enfin, qui va me remettre un peu de baume au cœur, c'est une petite routine toute simple de prendre mon petit déjeuner devant des vlogs sur YouTube. Et des fois, s'il faut que je le fasse peut-être une demi-heure de plus pour me sentir vraiment d'attaque, bah, je m'autorise à le faire aussi, quoi. C'est, c'est Mmh. trouver en fait ces petits moments aussi qui nous apportent de la joie et qui sont un peu en dehors du boulot et de pas toujours être dans cette mécanique de je suis pas motivée, il faut que je trouve un truc lié à l'organisation ou au boulot pour me remotiver. C'est aussi bah, ce qu'on parlait des pauses, tu vois, et des petites routines comme ça. Mmh. Donc du coup, toi-même, tu as des petites routines quotidiennes ou pas? J'en ai j'en ai certaines. Bah, celle de prendre mon petit déj devant YouTube ou devant un stream sur Twitch, je le fais beaucoup. OK. Hem, Après, j'ai pas plus de routine que ça. Bah, pareil, c'est un truc que j'ai beaucoup essayé de mettre en place et qui souvent m'a pas spécialement convenu parce que je me sens vite, trop oppressée quand je dois faire tout le temps la même chose et j'essaie plus de m'écouter, en fait. Donc j'ai pas forcément de routine à partager, enfin voilà, de miracle morning, de session de yoga le matin ou je sais pas trop. C'est plus au fil, de mes besoins et envies. OK. Non, mais c'est inté je pose la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, bah, justement dans le milieu entrepreneurial, on voit beaucoup passer, ces injonctions aux routines. Mmh, Moi, je me suis rendu compte que j'aime bien avoir une petite routine matinale, mais qu'elle change, régulièrement. Si ouais. je fonctionne par cycle. Donc il y a des cycles où, bah, je vais faire 15 minutes de yoga et puis voilà. Et puis mon petit déj et cetera. Enfin, c'est vrai que l'invariant, c'est le petit déjeuner de toute façon. Mais voilà, il y a des moments où j'ai pas du tout envie de faire de yoga ou de méditation et c'est cool et puis je vais au contraire, enfin, je vais, me prendre un petit thé matcha ou, arroser mes plantes et puis regarder mes plantes 5 minutes. Ça dépend vraiment, des envies. Donc voilà, c'est pour ça que je pose la question, de la routine. Mais donc du coup, toi, tu es pas forcément routine à part le petit déj devant YouTube ou Twitch? Oui, voilà, c'est quelque chose que après, est-ce qu'on peut appeler ça une routine? Enfin oui, par la répétition, mais tu vois, si demain ça me saoule et que j'ai pas envie de faire ça, je fais autre chose. Mmh. Je sais que là, il y a pas très longtemps, j'ai eu Animal Crossing et quand j'ai le temps le matin, j'essaye de passer, 20-30 minutes dessus aussi avant de travailler si je me lève pas trop tard. Enfin, tu vois, ça fait aussi partie de ma petite routine, mais ouais, en fait, je me remettais encore plus de pression à vouloir me créer des routines en me disant: «Je me lève et il faut que je fasse ça», donc maintenant ma routine, elle se crée d'elle-même, par rapport à ce que j'ai envie à l'instant T. OK. Je vais te poser une question sur tes petits plaisirs. Bon, même si, à mon avis, tu as déjà distillé, quelques petites, réponses, dans l'interview. Mais qu'est-ce que tu adores faire pour te détendre ou lorsque tu sens que tu as un coup de stress ou bah, un défaut de motivation? C'est quoi tes petits plaisirs, coupables ou pas? Ceci dit, il y a pas de plaisir coupable ici. Manger. OK. Des fois, des fois franchement, c'est la meilleure solution. Quand, je suis face à un mur, que j'arrive pas à avancer, genre aller me préparer un petit goûter ou, voilà, un petit truc qui me fait envie, une petite, enfin même une grande tasse de thé, ça peut être, salvateur. Après, dans mes petits plaisirs en ce moment avec les beaux jours, c'est de me caler sur mon balcon et de lire un livre ou d'écrire un peu dans un carnet. Heu, on a un peu aménagé avec des petits coussins sur des palettes et tout et en fait, je le trouve hyper cosy maintenant donc j'aime trop aller m'installer sur mon balcon et après sinon, bah, dans les petits plaisirs, enfin même les grands plaisirs, c'est aussi beaucoup jouer aux jeux vidéo. Mmh. Je passe beaucoup de temps, surtout en ce moment, dessus parce que ça me permet vraiment de m'évader et de penser à autre chose et ouais, c'est vraiment le truc que j'aime faire. En ce moment, je suis assez à fond là-dessus. Très bien. S'il y avait un conseil que tu aimerais donner à la toi qui débute dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait? Je pense que le conseil que je voudrais me donner, c'est de pas me poser trop de questions. Parce que je suis quelqu'un qui surréfléchit un peu tout et je pense qu'à certains moments, j'aurais pu avancer plus vite si je m'étais posé moins de questions et ça va avec finalement le fait de se comparer parce que en se comparant à d'autres personnes,
je me posais des questions sur, est-ce que moi je suis la bonne direction et cetera. Donc je pense que ce serait, ouais, vraiment le conseil, principal. Parce qu'au final, si je devais refaire mon parcours, je referais les mêmes choix parce que la manière dont il a été construit, même s'il y a eu plein de choses différentes, ça m'a apporté autant en compétences qu'en confiance en moi, et en ouverture d'esprit aussi sur plein de sujets. Donc ce serait, ouais, pose-toi pas trop de questions et vas-y, fonce. OK, ouais, donc peut-être, si on essaie de reformuler ça de manière positive, ce serait, ben, passe à l'action, quoi, en fait. Ouais, et suis ton instinct. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a tendance à mettre pas mal en sourdine son instinct et en Mmh. rétrospective, on se rend compte que si on l'avait suivi, généralement, il se trompait pas beaucoup sur les situations et les personnes. Ouais, mais sur le moment, on a tendance à pas Ouais, trop, faire confiance, donc ouais. complètement. OK, super. Hem, alors, je voulais te poser la question de s'il y a une question à laquelle tu aimerais que nos auditrices puissent réfléchir aujourd'hui, quelle serait-elle? Je ne sais pas si tu as quelque chose à proposer, mais c'est vrai que pendant notre discussion, j'ai beaucoup aimé, ton image comme ça de moi du futur et du fait de lui donner beaucoup trop de responsabilités. Donc peut-être que ça pourrait être, justement de penser quand on a des to-do list ou des choses à faire plus tard, être peut-être plus bienveillant avec son moi du futur. Alors je sais pas si tu avais autre chose en tête ou si tu veux rajouter quelque chose? Parce que du coup, je fais des Non, non, questions-réponses là. non, non, je trouve que c'est une bonne question à se poser et après voilà, il faut que cette espèce de dissociation aussi, ça puisse, parler, aux personnes qui nous écoutent. Mais c'est vrai que enfin, moi personnellement, là, c'est en train de m'aider de réfléchir comme ça parce que je me dis que c'est une bonne question de se dire finalement, c'est un peu comme si on déléguait à quelqu'un, tu vois? Dans le monde, du freelancing, on parle beaucoup de apprendre à déléguer, quand on peut déléguer certaines missions à d'autres personnes et cetera. Ouais, Bah, finalement, quand on planifie ses semaines, ses mois, ses objectifs, bah, on délègue, leur exécution à notre moi, du futur et réfléchir en termes de, bah, si c'était une autre personne qui travaillait avec moi et à qui je déléguais tout ça, est-ce que ça serait vraiment réaliste? Est-ce que, à cause de ce que je lui délègue et de la charge que je lui délègue, est-ce qu'elle se sentirait pas mal? Est-ce qu'elle se sentirait pas stressée? Est-ce qu'elle se sentirait pas assez capable justement parce qu'il y aurait trop de choses à faire par rapport à son énergie ou par rapport au temps dont elle dispose? Et c'est un peu finalement le conseil de, pense à comment tu parlerais, à ta meilleure amie quand tu te parles à toi-même, en exactement. revisité version business un peu. Mmh. Mais donc voilà, il y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant comme approche parce que, bah, ça permet d'être plus réaliste dans les objectifs qu'on se fixe. Parce qu'on se considère vraiment comme, une personne qui travaille avec nous, en fait, et avec qui il faut être bienveillant et qui doit mettre en place des process aussi. Donc peut-être que, si, on délègue enfin, on repousse des choses à plus tard, bah, peut-être que la nous du présent peut mettre en place des process qui faciliteront l'exécution de ces tâches pour, la nous du futur. Mmh. Carrément. C'est vrai que là, du coup, quand tu en parlais, je pensais totalement à ce conseil-là de, hem, Mmh. parle-toi comme, tu parlerais à ta meilleure amie. Oui, c'est ça, au final. Alors, on arrive, à la fin de l'interview, donc je vais te poser, une dernière question, Mélanie. S'il y avait 2 outils ou ressources que tu adores et que tu peux conseiller aux entrepreneuses, lesquels seraient-ce? Oh, je ne sais pas si la question est quels seraient ces outils ou ces ressources? C'est dur de choisir, ça peut être des comptes aussi sur les réseaux, Ouais, ou tout à plutôt, fait. OK, ça marche. Hem, il y a un compte sur Instagram que j'aimerais bien recommander. Je te parlais de coaching en gestion, du temps tout à l'heure, et je l'ai fait avec, Lisa, du compte lisa.timelab. J'imagine que tu mettras les liens aussi, Oui. dans la description et en fait,
du coup, je la considère comme ressource dans le sens où c'est une personne qui va vraiment à l'encontre des injonctions autour de l'organisation et de la gestion du temps, en entreprise. Et je pense que c'est enfin voilà, si c'est des sujets, qui te parlent ou si c'est des sujets qui parlent à tes auditrices, ça peut être hyper intéressant d'aller suivre ce qu'elle fait. Elle a des articles, enfin voilà, son compte sur les réseaux, des vidéos aussi où elle parle, bah, de concepts comme la procrastination, ce genre de choses et c'est très déculpabilisant donc je la conseille vraiment. OK. Et après en autre ressource, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé sur, les habitudes et sur, enfin, comment finalement, atteindre ses objectifs, en mettant en place des systèmes plutôt qu'en se fixant des gros objectifs et c'est le livre Atomic Habits, Mmh. je crois. Il est traduit en français, mais j'ai plus le titre en français. Oui, en fait, je suis en Donc train de le lire. ah bah, voilà. Bah, je sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas, il faudrait que je le relise parce que j'avais beaucoup aimé. Surtout l'idée finalement globale dans ce livre, comme je disais, c'est la mise en place de systèmes et comment tu peux te reposer sur tes systèmes pour avancer et finalement être meilleur sur, l'objectif que tu cherches à atteindre un petit peu plus chaque jour et c'est hyper intéressant, il y a un peu de côté de routine aussi donc voilà, après c'est adapté à son fonctionnement mais les concepts à l'intérieur sont très intéressants et ça s'applique à tous les domaines, vie pro, vie perso. Donc je le conseille vraiment, moi, c'est un peu un livre ressource. J'ai pris beaucoup de notes dessus dans Notion et j'y reviens assez souvent. D'accord. Bah, écoute, super, ça nous fait déjà 2 choses, un compte Insta à aller suivre tout de suite éventuellement et effectivement un livre à lire. Donc ouais, je te dis, moi je suis en train de le lire et je pense que je ferai une petite fiche de lecture, peut-être un épisode de podcast, dédié, à ce livre et c'est vrai que pour l'instant, c'est assez Trop intéressant parce qu'en chouette. fait, il y a pas mal d'explications de comment est-ce qu'on fonctionne et comment, Mmh. pourquoi les habitudes fonctionnent ou pas et c'est vrai que ça, c'est très Ouais intéressant. et comment déconstruire les mauvaises habitudes pour en construire, des bonnes? Comment, utiliser les habitudes qu'on a déjà pour, créer des nouvelles habitudes, avec enfin, c'est hyper intéressant. Franchement, tout le système, enfin le fonctionnement, de tout ça, c'est hyper utile. Mmh, effectivement. Et bah, du coup, merci beaucoup Mélanie, de nous avoir, abreuvés de, ton expérience, tes connaissances, tes conseils et c'était super intéressant. Je rappelle que, là, tu es sur le point de lancer ta formation, sur, la gestion de communauté et enfin, surtout l'utilisation de Discord, la création de communauté sur Discord, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je vous mets tous les liens, dans la description si vous êtes intéressés pour, vous préinscrire ou vous inscrire, vous pouvez suivre les liens. Et voilà, je te remercie, encore et j'espère que cette interview vous aura, apporté, pas mal de grains à moudre et de jus de cerveau. Bah, merci à toi en tout cas pour, l'invitation. C'était, très chouette, ce format un peu, discussion. En tout cas, bah, pareil, j'espère que mon parcours et mon expérience auront pu, aider, les personnes qui nous écoutent et puis, vraiment n'hésitez pas à venir, papoter avec moi sur, Instagram, si vous avez envie de parler organisation, et cetera. Je suis toujours, ouverte à la discussion et j'aime bien parler de ces sujets. Eh ben, c'est génial. Hem et bah, écoutez, dans ce cas, je vous dis, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bonne fin de journée. À bientôt. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!